Neuilly-sur-Seine, jeudi 13 mai 1993, 9h27 du matin. École maternelle Commandant Charcot, rue de la Ferme. Dans la classe numéro 8, 21 enfants de 3 à 4 ans enfilent des perles sur du fil. Ils préparent des colliers pour la fête des mères. Leur institutrice, Laurence Dreyfus, passe entre les petites tables. La porte s'ouvre. Un homme entre. Un sac à l'épaule, une arme à la main, et autour du buste, sous une veste, des bâtons reliés par des fils. De la dynamite. Il dit une phrase simple. Il est une bombe humaine, et si on l'approche, tout saute. En une phrase, une salle de maternelle devient l'endroit le plus surveillé de France. 21 enfants qui savent à peine nouer leurs lacets sont assis au milieu des explosifs. L'homme qui tient de quoi tout faire partir n'a, lui, plus rien à perdre. Et personne dehors ne sait encore qui il est, ni ce qu'il veut. Cette vidéo raconte les 46 heures qui suivent. Comment un homme seul a tenu en respect l'État tout entier avec une classe de tout petits. Comment une institutrice a choisi de rester quand elle aurait pu sortir. Et comment, au matin du 3e jour, des hommes du raid sont entrés dans cette salle sans qu'aucun enfant ne soit blessé. Mais à 9h27, ce matin-là, rien de tout cela n'est encore joué. Il y a seulement une porte fermée, 21 enfants, une bombe et le silence. L'homme s'appelle Eric Schmitt, chef d'entreprise sans affaires, endetté, à bout. Il s'est rebaptisé lui-même d'un sigle qu'il répétera pendant 2 jours. HB pour Human Bomb, la bombe humaine. Son arme de poing n'est qu'un pistolet de détresse. Mais les bâtons sur son torse, eux, sont réels, de la dynamite reliée à un système qu'il tient dans la main. Tant qu'il tient ce contact, personne n'entrera. On comprendra plus tard qui il est vraiment. Un homme que la vie a acculé, des dettes, des projets effondrés, une existence qui se referme sur elle-même. Ce matin-là, il n'a pas choisi cette classe par haine des enfants. Il a choisi ce qu'une classe d'enfants provoque, l'arrêt immédiat du pays tout entier. On ne discute pas les armes à la main avec un homme qui tient des tout-petits et de la dynamite. C'est exactement le levier qu'il est venu chercher, et il le sait. Sa demande arrive vite, et elle est froide, de l'argent. Une somme énorme, 100 millions de francs. En échange, il relâchera les enfants, pas tous d'un coup, par petits groupes contre des livraisons. Il a transformé une classe de maternelle en compte à rebours. La somme est astronomique, et pourtant elle sera réunie, car tant qu'il attend son argent, il n'appuie pas. La rançon devient alors autant un outil qu'une exigence. Chaque versement est un prétexte pour faire sortir des enfants, gagner des minutes, observer l'homme, mesurer sa fatigue. L'argent finira par entrer dans l'école et par être retrouvé ensuite. Ce qui compte ces heures-là, ce n'est pas de le payer pour de bon, c'est de le tenir occupé, éveillé, en attente. Autour de l'école, le dispositif monte en quelques minutes. Police, négociateurs et l'unité qui prend ce genre d'affaires, le RAID, la recherche, assistance, intervention, dissuasion, les hommes du contre-terrorisme de la police nationale. Ils bouclent le quartier, coupent les rues, installent des tireurs. Ils ne peuvent rien précipiter. Chaque erreur ici se compte en enfants. Le RAID n'a alors qu'une poignée d'années d'existence. C'est une unité jeune créée pour les crises que la police ordinaire ne peut pas traiter, prise d'otages, forcenés, terrorisme. Des hommes triés, entraînés à entrer les premiers là où tout le monde recule. Mais leur métier, ce n'est pas seulement l'assaut, c'est surtout de savoir quand ne pas donner l'assaut. À Neuilly, cette discipline sera poussée à l'extrême et l'affaire deviendra l'une de celles qui forgent leur réputation. Car le problème est simple et terrible. On ne donne pas l'assaut à une pièce où un homme tient un détonateur au milieu de 21 tout-petits. S'il ferme la main, tout est fini avant qu'un policier ait franchi la porte. La seule voie, c'est le temps. Le fatiguer, l'user, attendre la seconde où sa vigilance tombera. Dans la classe, une femme change tout. Laurence Dreyfus, l'institutrice, pourrait sortir. On le lui propose. Elle reste. Elle reste parce que ce sont ses élèves, parce qu'à 3 ans, on ne comprend pas ce qu'est une bombe, et parce qu'il faut bien que quelqu'un continue de leur parler doucement au milieu de tout ça. Pendant 2 jours, elle sera le seul repère calme de ses enfants. Et elle fait plus que rester. Elle occupe les petits,
Elle transforme la peur en jeu autant qu'elle le peut. Elle demande. Elle obtient des choses simples et vitales, de quoi manger, de quoi boire, des couches, des jouets, un peu de sommeil. Chaque objet qui entre est négocié dehors, minute après minute. Une classe assiégée qui réclame des goûters et des couvertures, pendant que des tireurs d'élite retiennent leur souffle à quelques mètres. Il faut s'arrêter sur ce qu'elle fait parce que rien ne l'y oblige. Une adulte peut craquer, demander à sortir. Personne ne le lui reprocherait. Elle choisit l'inverse. Elle range sa propre peur tout au fond et tient un rôle simple et écrasant. Rester normal. Chanter, raconter, faire dormir, sécher les larmes, comme un jour de classe ordinaire, à côté d'un homme et d'une charge d'explosifs. Pour 21 enfants, tant qu'elle est là et qu'elle sourit, le monde n'a pas tout à fait basculé. Les négociateurs, eux, travaillent l'homme. Il faut lui parler, encore et encore, sans le braquer. Comprendre ce qu'il veut vraiment, le maintenir dans l'échange, éviter le geste de trop. Un preneur d'otage qui parle est un preneur d'otage qui n'agit pas. Le fil de la parole, ici, tient autant que le fil de la dynamite. Toute la difficulté est de ne jamais lui donner le sentiment d'être acculé. Un homme qui croit avoir encore quelque chose à obtenir attend. Un homme qui se croit perdu peut tout emporter avec lui. Alors on négocie, on promet, on fait mine de céder, on gagne une heure puis une autre. On lui laisse l'illusion qu'il mène la danse, pendant qu'en réalité ce sont le temps et l'épuisement qui, minute après minute, travaillent contre lui. Il y a un autre danger, invisible celui-là, les caméras. À l'intérieur, l'homme peut suivre la télévision. Tout ce qui se dit à l'antenne, tout mouvement filmé autour de l'école, peut lui parvenir et le faire basculer. Les autorités mènent donc deux batailles en même temps, celle de la classe et celle de l'image. Une phrase de trop sur une chaîne, un plan qui montre les positions des tireurs, et 40 heures de patience s'effondrent d'un coup. Le pays regarde en direct un drame dont il pourrait, sans le vouloir, précipiter la fin. Très vite, l'affaire n'est plus seulement dans la rue de la ferme, elle est dans tout le pays. Les caméras sont là. À la télévision, la France découvre en direct qu'une classe de maternelle est aux mains d'un homme piégé d'explosifs. Des millions de parents regardent en pensant à leurs propres enfants. La pression sur ceux qui décident est immense. Il faut que ça finisse bien et il n'y a aucune marge. Devant l'école, derrière les barrières, il y a les vraies familles. Des pères et des mères qui savent que leur enfant est dans cette pièce et qui n'ont rien d'autre à faire qu'attendre, des heures durant, sans nouvelles sûres. C'est peut-être le plus cruel de ces 2 jours, se tenir à 30 mètres de son enfant et ne pas pouvoir aller le chercher. Ils resteront là jusqu'au bout, les yeux sur une façade d'école qui ne dit rien. Le maire de Neuilly entre lui-même dans l'école pour parler aux preneurs d'otages et ressort avec des enfants. D'autres intermédiaires se relaient, car pour parler à cet homme, il faut entrer. Franchir la porte d'une pièce où un geste peut tout faire sauter, s'asseoir près de lui, soutenir son regard et ressortir sans jamais le braquer. Plusieurs personnes vont s'y risquer, tour à tour, chacune arrachant un peu de temps, parfois un enfant. Ce sont des minutes qu'aucune caméra ne montre. Ce sont elles pourtant additionnées qui vident lentement la classe. Petit à petit, la méthode porte. Contre l'argent et contre la patience, HB laisse partir des enfants. 1, puis 2, puis un petit groupe. Chaque libération est une victoire minuscule et une angoisse nouvelle. Combien en reste-t-il à l'intérieur et pour combien de temps? Chaque échange est un moment suspendu. Il faut faire entrer l'argent ou le matériel réclamé sans que l'homme se sente pris au piège, récupérer des enfants sans un geste brusque et repartir. Un porteur s'avance, dépose, s'éloigne. À l'intérieur, un doigt reste posé sur le contact. Personne dans ces secondes-là ne respire vraiment. Puis 1 ou 2 petits franchissent enfin la porte, et dehors, le décompte se met à jour. Le premier soir tombe, puis le premier jour entier passe. L'homme ne dort pas, ou presque pas. Il sait que la seconde où il fermera les yeux est la seconde où on entrera. Alors il lutte contre le sommeil comme on lutte contre une marée. Les négociateurs le savent aussi. Toute leur stratégie tient dans cette course, l'épuiser plus vite qu'il ne peut résister.
Au fil des heures, les enfants sortent presque tous. À l'intérieur, il ne reste bientôt plus qu'une poignée de petits et leur institutrice. Le décor s'est resserré autour de l'essentiel, un homme au bord de l'effondrement, quelques enfants qui dorment ou qui pleurent, une femme qui les tient et de la dynamite au milieu de la pièce. Dehors, les hommes du raid ont tout répété. Ils connaissent la classe, la position de la porte, l'endroit où l'homme se tient. Ils ont un plan pour la seconde qui compte, entrer vite, se placer entre lui et les enfants, l'empêcher de refermer la main. Mais ce plan ne vaut que si l'homme baisse la garde. Tant qu'il est éveillé et tendu, personne ne bouge. Ce sont les deux nuits qui décident de tout. La première, l'homme tient sans peine. Il est encore lucide, méfiant, sûr de son levier. La seconde est différente. Le manque de sommeil creuse chaque heure. Il parle plus lentement, se répète, s'agace. À plusieurs reprises, ceux qui l'observent croient que le moment est venu, puis se retiennent. Trop tôt, encore trop risqué. Un assaut manqué d'une demi-seconde, et c'est la salle entière qui saute. Alors ils patientent encore, l'oreille sur chaque mot, les yeux sur chaque geste, en attendant la seule ouverture qui vaudra la peine d'être saisie. À l'intérieur, le temps ne passe pas de la même façon pour tout le monde. Pour les enfants, c'est une longue journée bizarre, entrecoupée de siestes, de larmes et de jeux imposés par leur institutrice. Pour l'homme, c'est une lutte de plus en plus perdue contre son propre corps. Pour les hommes du raid, c'est une immobilité totale, armes prêtes, pendant des heures, à quelques mètres d'une porte qu'il ne faut franchir qu'une seule fois. La deuxième nuit s'étire. 40 heures, puis plus. L'homme a tenu au-delà de ce qu'un corps peut tenir. Et le corps finit toujours par gagner. Au matin du samedi 15 mai, après 46 heures, l'épuisement l'emporte. Eric Schmidt s'endort. C'est la seconde que tout le monde attendait sans oser l'espérer. L'information passe. Les hommes du raid entrent. Il est environ 7h25. Tout se joue en un instant. Ils sont sur lui avant qu'il ne se réveille tout à fait. Quand il ouvre les yeux, il est déjà trop tard pour sa main. Les tireurs ouvrent le feu. 3 balles, tirées par un policier du raid. L'homme s'effondre. Il ne se relèvera pas. Tout s'est joué dans un mouchoir de poche. Une pièce de maternelle, des petites chaises, des dessins au mur, un homme piégé d'explosifs endormi contre une table et des enfants à quelques pas. Il fallait couvrir cette distance avant qu'un doigt ne se referme et frapper juste, sans toucher personne d'autre. C'est précisément ce qui a été fait. Aucun enfant n'a rien reçu. La bombe n'a pas fonctionné. La dynamite n'explose pas. Les derniers enfants sont dehors en quelques secondes, emportés dans les bras des policiers. Laurence Dreyfus sort avec eux. Aucun des 21 enfants entrés dans cette classe le jeudi matin n'a été blessé. Aucun autre mort que celui qui les avait pris. En comptant tout, l'affaire se solde par ce seul chiffre, 0 enfant perdu. Dehors, la rue de la ferme bascule d'un coup. Après 2 jours de silence tendu, ce sont des cris de soulagement. Des parents qui attendaient par derrière les barrières depuis le premier matin voient enfin sortir leur fils, leur fille, portés par des policiers, des enfants de 3 ans qui ne mesureront jamais tout à fait ce qui vient de se passer, rendus à des bras qui n'avaient pas dormi depuis 46 heures. C'est une scène de fin heureuse, et elles sont rares dans ce métier. On emmène les enfants pour les examiner, les rassurer, les rendre à leurs parents. Beaucoup n'ont, au fond, retenu qu'une chose confuse, 2 journées étranges passées à l'école, des adultes inquiets et leur maîtresse tout près. C'est peut-être la plus grande réussite de ces 46 heures, que des enfants de 3 ans en ressortent sans vraiment savoir à côté de quoi ils venaient de dormir. Il faut mesurer ce que cela veut dire. Un homme piégé d'explosifs au milieu de tout petits pendant 2 jours, sous les caméras du pays entier, sans façon pour que ça finisse dans l'horreur. Et pourtant, tous les enfants sont rentrés chez eux. Ce résultat n'a rien d'un hasard. Il tient à une chaîne d'hommes et de femmes qui n'ont pas craqué, des négociateurs qui ont parlé sans fin, des tireurs qui ont attendu la bonne seconde, une institutrice qui n'a pas lâché ses élèves. Le nom de Laurence Dreyfus reste attaché à cette histoire. Elle n'a pas donné l'assaut, elle n'a tiré aucun coup de feu.
Elle a fait autre chose, elle est restée. 2 jours durant, elle a été le calme au centre de la bombe. Beaucoup de ses enfants ne garderont plus tard qu'un souvenir flou de ces heures. C'est aussi cela qu'elle leur a offert, de ne pas tout comprendre. Le RAID, lui, sort de cette affaire avec une règle confirmée, celle qui gouverne toutes les prises d'otages: le temps est une arme. On ne se précipite pas quand un doigt tient un détonateur. On parle, on épuise, on attend. Et quand la faille s'ouvre, une seule fois, on ne la manque pas. 46 heures d'attente pour une seconde d'action. L'affaire laissera des traces bien au-delà de cette classe. Elle relancera le débat sur les caméras en direct pendant une prise d'otage, jusqu'où filmer, sans armer la main de celui qu'on filme. Elle deviendra, pour le RAID, un cas d'école, étudié et raconté aux unités qui suivront, l'exemple presque parfait de ce que la patience permet d'obtenir, là où la force précipitée aurait tout perdu. Et elle laissera un nom que le pays associe encore à ces 2 jours, celui d'une institutrice qui n'a pas quitté ses élèves. Quant à l'homme, on refermera son dossier sur ce qu'il était. Pas un militant, pas un soldat d'une cause, seulement un homme au bout du rouleau qui avait trouvé le moyen le plus cruel d'obliger le monde à le regarder. Il aura tenu le pays en haleine pendant 2 jours. Il n'aura, au bout du compte, emmené personne avec lui. Il reste une image, plus forte que toutes les autres. Sur les tables de la classe numéro 8, ce jeudi matin, il y avait des perles et du fil. 21 enfants fabriquaient des colliers pour leur mère. 2 jours plus tard, ils sont tous rentrés les leur donner.